Bonjour! Alors, ben voilà, on se part une nouvelle semaine de vlog. On est le samedi 20 juillet, 19 juillet, 19 juillet, je pense. Et voilà, c'est parti. Voyons, je suis fatiguée. J'ai travaillé ce matin, je suis allée courir. J'ai cette face parce que je suis allée courir alors qu'il faisait chaud. Puis je sais pas pourquoi j'ai pris cette décision-là. Il faisait pas trop chaud, mais il faisait trop chaud pour moi, je pense. Puis là, je suis un peu fuzzy du cerveau, donc désolée. Alors, on commence la semaine avec, ben, en fait, une lecture déjà en cours que j'ai commencée. J'étais pas sûre de la poursuivre, mais j'ai décidé de finalement essayer d'enfin aborder cet auteur que ça fait longtemps que je veux lire, qui est pourtant un auteur qui est un auteur fort dans la littérature islandaise, donc dans les polars nordiques. Et je parle ici d'Arnaldur Indridason. Et là, j'ai cherché vraiment euh, à savoir quel ordre il fallait que je lise les Arnaldur Indridason. Il y a comme 3 grands cycles plus, où il y a deux grands cycles plus des indépendants, mais dans le fond, pour son inspecteur, je pense que c'est Erneljur le nom. Parce qu'il y a l'ordre de publication en Suède, l'ordre de publication en France et l'ordre chronologique. Puis là, de plus en plus, avec tout ce qui est pas l'ordre nordique, ou même dans d'autres, même en France, en fait, on nous propose souvent un ordre, de suivre l'ordre chronologique, donc qui fait en sorte qu'on va potentiellement suivre le personnage à partir d'un âge logique, là, donc du plus jeune au plus vieux. Mais là, j'ai comme un petit quelque chose de me dire, ben en même temps, si l'auteur les a publiés dans un certain ordre, c'est parce qu'il voulait peut-être volontairement qu'on parte d'un certain point, puis qu'après ça, on revienne dans le passé, tout en ayant conscience de ce qu'on du futur, mais pas du futur, mais du personnage qu'on a connu au départ, qui était rendu plus loin dans sa vie. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'ordre de publication des Erneljur. Et c'est compliqué, mais j'ai pris l'ordre suédois. Parce qu'il y a comme eu un ordre de publication français. Et bref, là, j'espère que je vais être correcte, mais au pire, c'est pas grave. Mais je pense que oui, parce que c'est vraiment le premier roman de Arnaldur Indridason. Et en français, ça s'intitule Les Fils de poussière. Et d'emblée, c'est quelque chose qui m'a un peu fait trembler parce que j'étais pas sûre d'être capable de recevoir ça. J'ai toujours eu peur d'Arnaldur Indridason. Dans ma tête, c'est vraiment hyper sombre. Et je pense que c'est vrai. Mais il n'y a pas longtemps, la Bibliothèque des Lauriers je ne sais pas si c'est dans un de ses vidéos point lecture ou sur son Bookstagram, mais elle avait parlé qu'elle a lu un des justement stand-alone, donc des tomes uniques, des tomes complets en fait, ensemble, en un seul tome, excusez, qui s'appelle Opération Napoléon, puis elle était comme ah, je vais en lire d'autres. Puis là, je m'étais dit, est-ce que ça fait longtemps, est-ce que je le prends comme un signe? C'est elle qui m'a gros accompagnée dans les polars nordiques. Elle le sait pas, là, mais c'est elle qui a fait ça pour moi. Ça m'a fait plaisir de l'avoir comme guide. Puis je me suis dit, ah ben c'est un signe. Est-ce que tu pourrais te réessayer? En fait, quand j'avais essayé Arnaldur Indridason, c'est il y a peut-être 10-12 ans. J'étais ailleurs aussi comme lectrice, donc peut-être que là, je pourrais le faire. Je me suis demandé si j'allais faire les tomes uniques, comme je vous disais. Puis là, finalement, j'ai dit non, je vais vraiment entreprendre la série avec les Arnaldur parce que j'aime ça quand même les personnages qui évoluent. Donc, j'aimais ça. Mais là, je me rends compte que dans le premier tome, en fait, on va suivre le commissaire Arnaldur, l'inspecteur, moi je ne viens plus, Arnaldur, qui est dans un poste de police, en fait, en Islande et qui est dans la cinquantaine, a vécu plusieurs choses. Sa vie n'est pas nécessairement facile, sa vie personnelle n'est pas facile non plus. Donc, un peu plus un classique du polar scandinave où un peu le modèle là, du policier, ça va pas très bien dans sa vie. Et on va le voir avec une genre de nouvelle recrue qui essaye un peu donc, il essaye un peu d'arrondir les angles de sa sortie de l'école de police. Et il est dans un poste de police où, en fait, où ils sont, il n'y a tellement pas de crimes violents en Islande qu'il n'y a pas de. Ben, à cette époque-là, qu'il n'y a pas d'escouade spécifique pour, par exemple, les crimes violents. On est vraiment juste avec les policiers en général. Et il va y avoir, en fait, l'enquête qui va emmener Ernedur là, c'est le meurtre par immolation, disons, d'un ancien professeur. Et en parallèle, on va suivre Palmi, je pense, dont le frère Daniel est interné dans un institut psychiatrique et qui va, devant son frère, donc Palmi, qui va décider de se suicider et de se lancer par la fenêtre. Donc vraiment, voilà.
Et après avoir mentionné certaines choses à Palmy, que Palmy ne comprend pas trop, le frère de Palmy, Daniel, il souffre de schizophrénie. Donc, depuis longtemps, Daniel est habitué, pas Daniel, mais Palmy est habitué à pas nécessairement tout être capable d'aller rejoindre son frère ou dans sa bulle. Et son frère a des réactions très intenses envers Palmy quand il était plus jeune. Donc, il a déjà essayé de, malheureusement, le tuer. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très sombre. Donc, on a ces deux affaires-là. Comme d'habitude, dans le polar scandinave, on a deux trucs. Puis, on se doute qu'éventuellement, ça va se croiser. Donc, jusqu'à maintenant, ça va, mais c'est assez sombre. Le côté qui me faisait un peu peur, c'est ce qui se passe en institut psychiatrique parce qu'ils décrivent quand même, parce que c'est très très typique, là, mais ils décrivent quand même certains symptômes du moment où la maladie s'est déclarée chez Daniel, certaines conclusions de médecins ou de psychiatres ou des réflexions par rapport à des médicaments qui sont pris puis les effets que ça va avoir. Puis moi, bien évidemment, c'est quelque chose auquel je suis très perméable, avec mon petit côté un peu bon, hypochondriaque, mais aussi quand même des réalités qui sont pas comme ça, mais au niveau de la santé mentale, que des fois, je me dis toujours, ouais, c'est quand même assez intense. Donc, à chaque fois que ça parle de santé mentale, à la fois, je suis interpellée, à la fois, je me demande toujours si je vais être correcte pour recevoir ça. Donc, je suis là-dedans. Puis, je décide de l'écouter en livre audio parce que j'en avais pas d'autres. Peut-être que c'est pire en livre audio dans certains passages, mais là, je pense que le pire est passé, puis ça va comme. On va être plus dans le mode enquête pour la suite des choses. Puis sinon, je vais sans doute l'emprunter en livre de biblio numérique pour la suite des choses. Parce que, ben, je ne sais pas si je vais vous faire dans cela parce que sinon, ça va prendre tout le vlog, fait que je pense pas. Mais je pense que je vais faire une vidéo à part parce que j'ai eu une espèce de moment intense de vente de livres. Ça a donné comme ça autour de moi, ce qui fait que j'ai eu une grosse pile de livres d'ajouter à ma bibliothèque à lire. Puis, ben, c'est ça. Là, j'ai décidé de faire un petit moment de sans achat. Donc, je vais privilégier les livres de bibliothèque. Ce moment de sans achat peut être un peu stimulé aussi par Alex Bouquet dans Prada, si jamais vous ne le savez pas, avec son Patreon. Là, dans le fond, ceux qui sont. C'est les gens qui la soutiennent au niveau de son parcours créatif. Elle fait toujours un petit. Enfin, pas fait toujours, mais c'est la deuxième année qu'elle fait un petit défi exclusif pour eux autres, dont je fais partie. Et pour l'été, puis il y en a un qui c'est un bonus, que c'est justement faire une période où on n'achète pas de livres du 20 juillet au 31 août. Puis je me suis dit, aïe, ça tombe vraiment bien parce que ce serait un excellent moment. Bon, je vais quand même me permettre une exception parce que il va y avoir le 12 août où c'est ici au Québec qui est le 12 août, on achète un livre québécois. Et pour moi, dans mon cas, dans une librairie indépendante. Donc, c'est la seule chose que je vais me permettre de faire, mais sinon, le restant, c'est juste le gros bon sens de toute façon. Mais c'est pas, j'ai juste plus de place, puis j'ai déjà fait du ménage il n'y a pas longtemps. Donc, je vais faire ça. Et puis, ben voilà. Donc, ben, mon Dieu, grand début de vlog. Alors, sans plus trop tergiverser, allez, on se lance le tout! J'étais tranquillement en train de poser pour travailler et j'ai eu une notification. Donc je suis allé voir mes mails, je suis pas allé de l'après-midi parce que en ce moment, j'ai envie de vous dire, c'est un peu. Voilà. J'ai reçu une proposition hallucinante. Et bonjour vous autres. Alors, me voici en direct de la studio mobile, un peu chargée. Désolée pour ce beau fond ici, très, hein, n'est-ce pas? Alors, écoutez, j'ai résisté parce que j'avais un rendez-vous au garage ce matin. Puis, c'est dans un endroit où il y avait une librairie. Puis, je suis allée. J'ai eu dans les mains un livre pendant tout le long de mon passage parce qu'il y avait une de ces promos d'été à laquelle je peux absolument pas résister, du style acheter des livres à poche et obtenir un tote bag gratuit. J'en ai 850 000, mais c'est pas grave, j'en voulais un. Et ben voilà, j'ai résisté, je ne les ai pas achetés. Jour 1, je passais un cheveu de briser déjà ma détermination à ne pas acheter de livres, mais j'ai réussi, n'est-ce pas? Ça va être long. Ben donc, pour essayer de me changer les idées, je suis passée à la bibliothèque puisque j'avais un livre que j'avais réservé, un roman graphique dont j'avais entendu parler. Il me semble que c'est à la Grande Librairie, mais je suis pas certaine, mais je pense que oui. Puis ben là, finalement, il est arrivé au Québec, donc... Mais bon, le fameux roman graphique dont j'avais entendu parler, c'est celui-ci. Donc, le journal de Samuel.
C'est de Émilie Tronche. C'est publié chez Casterman en collaboration avec Arte. Oui, c'est ça. Et puis, à l'arrière, ça dit « Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. » Donc, ce sont des petites historiettes, je crois, que l'autrice a décidé de mettre ensemble. Il me semble que c'est des entrées de journaux. Oui, entrées de journaux intimes qui s'est tenues par un gars, puis qu'elle a mis en ligne, il me semble, ou je sais pas trop, elle avait commencé à les mettre en ligne, puis finalement, ça finit par donner un roman graphique. C'est volontairement simplifié, elle a volontairement fait des dessins qui n'étaient pas trop poussés. Je pense qu'il y a une série d'animation qui a été tirée de ça, ou l'inverse, je me souviens plus. Je pense que c'est une série d'animation qui a été tirée du roman graphique, puis j'avais vraiment... Ok, ça. La série Phénomène diffusée sur Arte, enfin en BD. Donc, ça a dû être un petit peu... bon, voilà. J'étais vraiment intriguée. Ça semblait être très touchant, très sortant un peu des sentiers battus. C'est vraiment, j'imagine, un journal entre guillemets intime ou un récit ou un journal de bord de l'enfance. Puis ben, j'avais vraiment envie de le découvrir, donc heureuse d'être allée récupérer à la bibliothèque. Quand je suis passée là, bon, excusez, j'ai des papiers. J'ai vu ça, je trouvais ça super beau. C'était mis en jeunesse parce que je pense que c'est bon, en ado. Parce que c'est publié par un éditeur jeunesse, mais je suis pas trop certaine si ça s'adresse vraiment à un public jeunesse. Ça va être ma question. Alors, c'est ceci qui s'intitule Maury. C'est de Marie Collot et Noémie Marcilly chez Cote Édition. Et qui font des albums jeunesse, il me semble, peut-être des romans, mais albums jeunesse. Et c'est un roman illustré, comme un roman graphique, je pense. Comme ça. Bon, c'était classé en roman parce que je pense qu'il y a des moments où il y a beaucoup plus de texte. Voilà. Et à l'arrière, ça dit « Depuis la disparition de son père, la jeune Mikiko habite seule avec sa mère dans un petit appartement en plein cœur de Tokyo. Elle grandit, vivace, entre les dalles de béton de la mégapole et passe son temps à observer avec curiosité le jardin du vieux voisin, un certain Akira. Les années s'écoulent, de la découverte à l'expérimentation, de l'émerveillement à l'interrogation. Elle y expérimente aussi ses premiers émois d'adolescente. Ce roman d'apprentissage, foisonnant de références à la culture japonaise et à la flore locale, nous invite à repenser collectivement la place de la nature au cœur des villes grâce au botaniste Akira Miyawaki. Auteur de nombreux textes scientifiques sur l'écologie végétale, la biodiversité et la naturalité des forêts, il est reconnu internationalement, en particulier pour sa contribution au développement des microforêts urbaines. Donc, ça a l'air super intéressant. Je l'ai vu zéro passer. Fait que ça m'intrigue parce que, ben, comme vous savez, je fais les achats pour la bibliothèque où je travaille comme bibliothécaire. Puis pourtant, il me semble qu'on voit passer toutes les nouveautés, à moins que ce soit vraiment une nouveauté. Ouais, c'est un docu-fiction, c'est ce que je vois ici, que je vois au début, que Maury est un docu-fiction. J'essaie de voir c'est paru quand. Je vais y arriver. Non, à la fin. Oui. Non, pourtant, c'est pas si récent. Ben, il est passé entre mes mailles donc de mon filet. Donc voilà, bien contente d'avoir ceci. Et sinon, je me suis laissée tenter par une série de BD jeunesse que j'avais aussi pas vu passer, je crois. Ça doit pas être, je sais pas si c'est nouveau. Ça semble nouveau comme acquisition à la bibliothèque où je les prends, mais 2024, à moins que ça ait pris du temps avant d'arriver ici. Mais c'est la série qui s'appelle Le vaisseau d'Amélia. Ici, Capitaine Arroway, ça c'est le premier tome, de B.C. Peter Schmidt chez Albin Michel. Je pense que c'est collection, il y a une collection. On est rendu à 3 tomes. À l'arrière, ça dit que c'est la fille de Capitaine Amelia Arroway qui veut devenir pilote d'ornithoptère, un fabuleux vaisseau dirigeable. Impatiente de prouver sa valeur, elle part seule pour un court voyage, mais une tempête imprévue éclate dans les cieux. C'est vraiment le visuel qui m'a interpellée, puis regardez, c'est ça, l'orthoptère. Ça a l'air trop chouette. Puis à l'intérieur, les visuels aussi, ça a l'air d'être pas trop chargé en texte. Je pense qu'il y a des grands moments comme ça ici. Voilà. Donc, j'ai pris le deuxième tome aussi, tant qu'à y être. Donc, voilà! Eh bien, c'est ma récolte de livres de bibliothèque. Alors, j'ai résisté à la tentation, première journée. Je poursuis ma lecture de Imri Dasson. On est vraiment dans
les histoires tristes et les choses qui retournent un peu le cerveau par rapport, qui secouent les certitudes par rapport à la science, disons, à l'éducation, à la bienveillance des institutions en place. Donc, c'est un peu troublant, en plus de toute la dimension qui est rentrée en santé mentale. Bon, fait que c'est ça. Ben, je vous tiens au courant pour la suite des choses. Je vais juste vous faire un petit coucou sur la route. Allez, à tout bientôt! Alors voilà, on est parti pour la grande aventure. Je vais vous montrer ça tantôt, en espérant qu'on se rende en un morceau. Une petite aventure potentiellement livresque, mais là, il va falloir que je résiste encore à acheter des livres, je ne sais pas si je vais réussir. Fait que voilà, je vous tiens au courant. Hey, coucou vous autres, alors on se retrouve mercredi pour ce repas parce que j'ai terminé hier, il me semble. Hier, j'ai terminé le très troublant Les Fils de poussière de... Excusez, je viens de réaliser que j'ai un chat qui est caché à côté dans mon panier à linge, donc voilà. Donc, j'ai terminé hier Les Fils de la poussière d'Arnaldur Indridason et c'était très troublant. C'est une plume que je pense que je vais aimer découvrir. Et le dernier tiers m'a amené à un endroit que je pensais pas pantoute que j'allais aller. On dépasse le polar nordique avec une dimension de, disons, je dirais, pas de thriller domestique, mais on dépasse le polar nordique avec une dimension de thriller régulier, disons, et on va plus loin, on nous amène au-delà de l'horreur qui est mise de l'avant, parce que oui, c'est vraiment des actes horribles, on parle, j'essaie de pas trop en dire, mais disons qu'on est dans l'ordre de l'abus de confiance, des méfaits qui ont un impact sur des enfants et sur la suite de leur vie. Et une certaine part qu'il faut admettre qui est ce que peut amener la modernité, à la fois comme miracle et comme
dilemme social, dilemme moral. je sais que j'ai la bizarre parce que j'essaie de pas vous en dire parce que vraiment tout est lié pas mal à ça dans ton. Plus on avance, puis plus on comprend en fait que ça va beaucoup plus loin que simplement, comme je vous disais, un polar nordique avec des crimes qu'on pourrait dire réguliers. Donc, selon une formule qu'on peut connaître un peu, le genre de crime qui est absolument qui est abordé dans tout ce qui est trailer. Là, c'est sûr qu'on part comme ça, puis finalement, ça nous amène ailleurs. Ce que je sais pas, c'est si tous les livres de cette série-là de l'inspecteur Hernadur sont comme ça. Ce que j'ai trouvé pour ce premier tome-là, c'est que, qui est le premier tome publié, hein, n'oubliez pas, c'est pas chronologiquement le premier tome de la série, mais c'est le premier tome publié en Islande et aussi en français, je pense. C'est que, non, pas en français, en Islande. Dans le fond, ce que j'ai remarqué, c'est que l'inspecteur est présent, il joue un rôle important, puis on voit vraiment que c'est un inspecteur qui est, peut-être pas vieille école, mais qui est en mode je veux que justice soit faite. Peut-être pas que la fin justifie tous les moyens, mais disons que quand même. Puis que le côté, lui, quelqu'un qui va pas être honnête dans le sens par rapport à quand on travaille dans une équipe ou tout ça, ou quelqu'un qui va trop s'accrocher à vouloir absolument respecter les règles alors que c'est au détriment du bienfait global des gens qui sont concernés par une enquête, ben on dirait qu'il y a un peu moins de ça. Fait qu'on voit un peu c'est quoi le personnage. Mais il n'est pas central parce qu'on va vraiment suivre deux pistes. Comme je vous disais, il y a toujours pas mal ça dans les polars nordiques. Donc l'inspecteur et le fameux palmier qui essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé à son frère et qui va en apprendre beaucoup. On va dire ça comme ça. C'est intéressant. Ce qu'on peut subodorer dès le départ, que les deux enquêtes parallèles vont éventuellement arrêter d'être parallèles, c'est pas faux, mais c'est pas la structure à laquelle je suis habituée. Donc, on est de retour dans le passé, mais c'est pas aussi, comme je vous dis, on essaie un petit peu de secouer peut-être ce à quoi on est habitué dans les polars nordiques. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est très sombre, comme ce à quoi je m'attendais. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir les enchaîner, mais je suis quand même curieuse de continuer pour voir. Est-ce que l'inspecteur va être de plus en plus présent? Est-ce qu'il va toujours avoir une espèce de petit twist qui nous amène plus loin que la réalité d'un trailer? Je suis vraiment curieuse. Donc, bonne découverte pour Arnaldur Indridason. Très tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Et voilà. Et là, je ne savais pas trop vers quoi enchaîner. Je m'excuse si vous entendez du bruit de voiture potentiellement ou d'eau, je ne sais pas ce que vous entendez. Mais il y a visiblement un voisin qui a décidé de vider sa piscine dans la rue. Super écologique. Donc, c'est ça le bruit que vous entendez. Mais bref, ensuite, j'ai décidé d'enchaîner avec quelque chose que j'avais pas vraiment prévu de me lancer là-dedans, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais restée accrochée sur continuer à suivre cette série-là, que j'ai commencé et étrangement, je me souviens presque rien du premier tome, je me souviens juste d'une atmosphère. Ça me fait ça souvent. Ça ne veut pas dire que c'était pas bon. Mais j'ai commencé le deuxième tome de la trilogie du Bastan de Dolores Redondo. Donc en français, c'est De chair et d'os. En anglais, c'est la version audio que j'écoute, c'est The Legacy of Bones. Et ben voilà, on va suivre, c'est dans une trilogie, c'est ça. Donc on va suivre l'inspectrice Amaya Salazar qui est de retour dans la région des Bastans où elle a grandi. Puis dès le départ, j'ai vraiment aucun souvenir du premier tome, vraiment c'est impressionnant. Mais on est vraiment dans une enquête, ça se passe en Espagne, ouais. Puis où il y a le côté très croyances, spiritualité différentes, pas rumeur, mais voyons, un peu malédiction, tout ça qui est là. Puis en fait, dans le premier tome, l'inspectrice va être amenée à résoudre une enquête qui touche des gens qu'elle connaît de proches et il va avoir un lien avec une créature imaginaire qui fait partie comme du folklore en fait de la région. Puis dans celui-ci, en fait, je vais lire la quatrième de couverture parce que je pense que ça s'en dit pas trop à part. Il y a une partie que je vais sauter parce que c'est quelque chose qui va vous divulgacher un moment de l'évolution de la vie personnelle de l'inspectrice, mais je vais vous lire ça pour au moins que vous sachiez ce qui se passe dans ce tome-là. À travers le Pays basque, dans la vallée du Bastan, des églises sont profanées. L'inspectrice Amaya Salazar est chargée d'enquêter discrètement sur cette affaire. Avec son équipe, elle doit aussi s'occuper d'une série de crimes conjugaux qui ont tous en commun d'horribles mutilations. À chaque fois, le meurtrier s'est suicidé en laissant derrière lui une étrange inscription. Tartalo. Pourquoi tous ces hommes écrivent-ils ce même mot? Que signifie-t-il? Et pourquoi semble-t-il destiné à la jeune inspectrice? La vallée du Bastan recèle encore de bien terribles secrets qu'Amaya devra affronter pour espérer enfin y vivre en paix. On est là-dedans.
Puis vraiment là-dedans, je me souviens plus si c'était aussi présent dans le premier tome, mais l'inspectrice est vraiment comme... elle revit, elle est sujette à des cauchemars, elle revit vraiment des choses qui sont en lien avec des enquêtes dans lesquelles elle était impliquée dans le passé. Elle a, si je me souviens bien, il me semble que c'est une ancienne agente du FBI qui a redéménagé dans le fond en Espagne, parce qu'elle a un passé qui est lié aux États-Unis. Elle va beaucoup être obsédée avec ces espèces de réminiscences-là, puis on a comme des flashbacks aussi sur son passé, puis c'est très intériorité sombre, inexplicable, on est vraiment là-dedans, puis folklore local et folklore dans le sens de légende locale, là, mais puis crime très sordide. Donc on va voir, mais j'aime vraiment beaucoup la plume, donc c'est ma lecture en cours en ce moment. Et bien, je vais la poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, bien entendu. Je vais essayer de peut-être vous glisser d'autres petites lectures, peut-être encore. J'aime bien la formule 2 romans, 2 autres lectures. Vu que j'en ai vraiment plein qui sont arrivés dans la bibliothèque, je vais essayer de faire ça. Puis, ben, de toute façon, je reviens quand j'ai des nouvelles choses à vous raconter. À tout de suite! Hey, bonjour! Alors, on se retrouve comme d'habitude vendredi, pause repas, fin de la pause repas. Et ben, en fait, je viens vous parler de la lecture que je viens de terminer, qui est le giga remuant et total coup de cœur. Tome 2 de la série de l'inspectrice Amaya Salazar. Donc, c'est de Charidos. En anglais, c'est de Legacy of Bones, mais c'est une autrice espagnole, je crois, qui écrit en espagnol. Et moi, je l'ai écouté en anglais parce que c'est la seule façon que j'avais accès à la version audio, mais en fait, il est en français, puis si j'avais pu lire en français, je l'aurais fait, là. C'est pas une prise de position. Oh, c'était vraiment excellent. Je ne pourrais pas vous dire beaucoup de détails de plus sur l'intrigue que ce que je vous avais lu, mais plus ça va aller, puis plus ça m'est revenu finalement qu'est-ce qui s'est passé dans le premier tome. J'ai quand même regardé un petit peu des résumés qui pourraient me divulgacher pour être sûr. Il y a une incroyable progression par rapport aux personnages principaux à partir du tome 1 vers le tome 2, puis j'imagine vers le tome 3. Donc, il faut vraiment les lire dans l'ordre, sinon c'est pas intéressant. Puis, comme je vous disais, on est beaucoup dans l'inexplicable, la spiritualité, croyances, rumeurs, légendes, malédictions et tout ça, ça a une grosse place. On est vraiment dans un secteur où vraiment cette espèce de tradition-là de pensée est restée. Et on va être gros replongé dans le passé de l'inspectrice Salazar. Son passé de quand elle était plus jeune, puis on l'avait déjà vu dans le premier tome, c'est terrible. J'en donnerai pas de détails, mais on s'y replonge aussi par moments. Je sais pas comment décrire ça, c'est la dérive de l'humain, mais on est dans quelque chose de... une dérive qui est vraiment un déséquilibre mental, là, donc vraiment une problématique en fait qui demanderait des soins là, finalement, mais qui évidemment va avoir un impact sur plusieurs strates de cette enquête-là, de ces enquêtes-là qui vont finir par s'entrecouper, s'entrecroiser. C'est intéressant parce qu'il y a des personnages qui sont comme des alliés de l'inspectrice Salazar, qui sont là, qui prennent de plus en plus de place. Il y a aussi des personnages qui sont des détracteurs de l'inspectrice Salazar qui, éventuellement, on va en apprendre un peu plus sur eux autres. On va voir comment leur personnalité, leur évolution va pouvoir amener de l'eau au moulin, finalement, dans l'enquête. J'ai vraiment adoré ça. On est beaucoup dans l'intériorité. On est dans les valeurs essentielles de la bonté humaine versus la détresse humaine. Donc, on est vraiment dans le bien et le mal, la confusion entre les deux pour certaines personnes, dans aller plus vite que le destin avec un grand D ou que le coupable avec un grand C, le ou les coupables ou la coupable. J'ai vraiment adoré ça. C'est une super plume, belle construction. Je me souvenais, en fait, finalement, c'est que j'avais été attirée parce que la bibliothèque de Laurie en avait parlé et parce qu'on comparait Dolores Redondo à la Fred Vargas espagnole. C'est pour ça que je m'étais lancée là-dedans.
Et ben, finalement, je trouve que c'est tout à fait approprié. Ça me fait vraiment penser à certains des Fred Vargas, certains des inspecteurs Adamsberg, où le côté justement inexplicable, poésie, mais croyance, irrationnelle, imaginaire, légende et tout ça est plus important. Donc, on est vraiment là-dedans. En même temps, c'est une ancienne agente du FBI. Je vous disais que c'était ça. Donc, c'est une ancienne agente du FBI. Donc, il y a quand même un côté super cartésien, mais en même temps avec un gros... un caractère assez déterminé, assez bien trempé. Quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas dans les émotions, mais qui finalement en a quand même, mais qui les gère différemment. En tout cas, ça a été complètement... j'ai été emportée, je l'ai dévoré, je l'ai terminé, puis là, j'ose pas me plonger dans quelque chose d'autre tout de suite parce que c'était pas quelque chose de rassurant. Hein. C'est sombre, c'est glauque, ça grince, ça bouscule. Le dernier moment, on est dans la tension totale, mais c'est super bien écrit. Donc, ben voilà, c'était mon petit retour sur cette assez longue lecture finalement. Il me semble que c'était 17 heures de livre audio. Sinon, je pense que c'est comme 400 pages ou 450 pages en format poche. Puis, ben c'est ça. Donc là, comme je vous disais, c'est sûr que je vais avoir lu comme 2 grandes lectures cette semaine, mais je vais voir si j'ai des romans graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque. Là, donc, je vais voir si je suis capable de peut-être me lancer dans 1 ou 2 romans graphiques pour vous compléter ça, pour que vous ayez des petites idées de lecture potentiellement un petit peu différentes de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Donc, ben, on verra bien. Je vous laisse un petit suspense. Puis, nous autres, de toute façon, on va se voir tout bientôt. Là. Allez, bye bye. Hey, bonsoir. Alors, on se retrouve, on est samedi soir finalement. Et je clôt ce vlog-ci avec 2 dernières lectures. Puis j'ai déjà commencé de nouveau, mais bon, ça vous le verrez plus tard. J'ai décidé de me lancer dans 2 lectures un peu... disons que j'ai pas allégé la thématique du vlog. Une lecture un peu plus, un essai pour la réflexion, puis un autre que je savais qu'elle allait me remuer, mais bon, je vous en parle d'abord. Tout d'abord, l'essai, c'est dans la collection Alt chez La Martinière et c'est Comment vivre dans un monde en guerre de Vincent Crozet, qui est un ancien employé de la DGSE, donc les services, des services extérieurs français. Et il a couvert plusieurs guerres contemporaines sur le terrain. Et c'est sa réflexion justement sur la guerre. C'est intéressant. Au début, j'avais peur que ce soit un contexte qui était très européen, ben, par défaut, parce que je veux pas, c'est ça qu'il a connu. Puis, ben, ça nous concerne, bien entendu, surtout avec les gens de voisins qu'on a ici au Québec en bas. Mais c'est sûr que je me disais, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de référents que je vais avoir en général, mais peut-être qu'ils vont aller pousser un petit peu plus loin puis que je vais être perdue. Mais finalement, s'il commence un peu plus localement par rapport à la France, il va vraiment étendre ça à le fait que, en fait, les guerres ont toujours été là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va tout de suite aller vers... c'est quelqu'un qui... Ce qu'il propose, c'est pas de nier que la guerre existe ou que la guerre peut exister parce qu'il considère que ça fait partie de l'humain. Puis que dans le fond, c'est parti de tout ce qui est... tout ce qui était en mode survie à l'époque. Typiquement, c'était les hommes qui allaient à la chasse et les femmes qui, dans le fond, cuisinaient, faisaient la cueillette, s'occupaient aussi de la famille et tout ça. Et bien, c'est des hommes qui étaient plus amenés à justement faire des guerres de territoire pour chasser, donc pour nourrir la famille. Donc, tout ça est parti un peu plus des hommes et éventuellement est devenu plus lié à l'humain. Puis si c'est parti de quelque chose qui était techniquement un mode de survie, ça s'est étiré éventuellement. Puis son point de vue, c'est de se dire que c'est tellement ancré loin en nous que c'est pas quelque chose nécessairement qu'on
peut faire disparaître, surtout en regard de qu'est-ce qu'on voit qui continue à persister, comme les horreurs récentes qui se sont passées ou qui continuent à se passer, par exemple, en Ukraine. Mais c'est de prendre conscience que c'est en nous, puis en arriver tranquillement à mieux, en comprenant mieux que c'est en nous, en arrivant à mieux contrôler cette espèce de soif-là de conquête de territoire pour en arriver justement à ce que ce soit mieux gérable, en fait, en société. Puis l'autre pan, c'est vraiment, il y a un super gros pan sur comment on peut faire, justement, maintenant qu'on sait que c'est ça, puis qu'on est dans une société où la guerre est là, puis qu'elle est là pour rester, malheureusement, pour pas figer, pour pas être en mode anxiété totale. Puis dans le fond, il y a des étapes super intéressantes. Si j'arrive à les retrouver rapidement, je vais peut-être vous les dire, mais sinon, attendez. Il me semble qu'il disait qu'il y avait 3 attitudes. Bon, il dit qu'il y a trois attitudes par rapport à la guerre, mais c'est pas celle-là que je voulais dire. Il disait qu'il y avait plusieurs choses qu'on pouvait faire. Mais dans le fond, selon lui, il faut... comment on peut faire pour justement l'observer ou s'informer par rapport à la guerre. Puis là, il va gros travailler sur... pas travailler, mais nous faire réfléchir au sujet de... tout ce qui est la gestion de l'information. Donc, c'est aller rechercher quelque chose qui est un peu plus dans ma profession. Donc, tout ce qui est pour justement en arriver à mieux connaître ce que l'homme peut faire de pas très bon ou qu'est-ce qui est justement en ce moment en cours. Il faut savoir s'informer aux bonnes sources. Puis, il citait quelqu'un qui disait qu'on pouvait être, il me semble, à la fin un acteur et c'était une citation du ministre français des Armées, qui était un préambule au guide contre la désinformation qui disait « Chacun est cible et acteur ». Donc, par rapport à la désinformation, puis la désinformation considère que c'est un des outils, justement, de la guerre. Donc, il nous fait vraiment réfléchir là-dessus, puis sur le fait que si on ne veut pas subir ça, il faut qu'on s'informe, qu'on la comprenne mieux, puis qu'on s'engage. Pour s'engager, il faut vraiment s'assurer d'avoir la bonne attitude par rapport à la désinformation, c'est-à-dire de toujours être en mode vigilance, puis pas nécessairement devenir justement un acteur même involontaire en transmettant en fait l'information sans nécessairement avoir vérifié les sources. Bref, il y a plein de choses qu'il dit, mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est un point de vue qui ne dit pas que la guerre va arrêter, malheureusement, qu'elle est là, mais qui nous propose des pistes de réflexion puis des pistes d'action. C'est quand même très encadré, puis c'est très, disons, je dis pas jovialiste, mais c'est un peu théorique ou idéologique. En même temps, c'est quelqu'un qui était sur le terrain, donc c'est quelqu'un qui a fini par se faire un peu, je pense, cette approche-là pour justement voir comment on peut y arriver, puis continuer à avoir espoir. Fait que c'est ça qu'il disait, les 3 attitudes qu'on peut avoir par rapport à ça, donc cette espèce de guerre-là, c'est bien évidemment l'esquive, donc faire comme si ça n'existait pas. Puis c'est la guerre, mais ça peut être aussi les changements climatiques, puis plein d'autres choses qu'on n'a pas vraiment envie de reconnaître qui sont présents. Donc l'esquive et le deuxième, la soumission, donc le subir. Puis c'est en le subissant justement que, justement, c'est là qui dit que c'est le terreau où, comme on se sent impuissant, on va être à la recherche d'explications, aussi farfelues soit-il, pour essayer d'avoir l'impression de reprendre le contrôle. Puis il dit que c'est ceux qui ont la réaction de soumission, qui sont peut-être un petit peu plus sensibles justement à des théories complotistes et tout ça. Et sinon, la troisième, ben, c'est l'engagement. Puis l'engagement, ça peut prendre différentes formes. C'est pas nécessairement juste... Il y a l'engagement, oui, en activisme ou en manifestation ou en engagement social ou militaire, mais il y a l'engagement en général. Fait que j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, ça donne... Ça nous redonne le contrôle, dans le fond, sur une situation qu'on ne contrôle pas, mais ça nous redonne le contrôle sur ce qu'on fait de la situation. Donc, c'est super bien fait. C'est quand même, je vous dirais que c'est assez soutenu comme niveau, comme essai, mais je trouve que les petites rubriques avec les différentes divisions, les différents aspects, surtout bon, par exemple, identifier les 3 approches qu'on peut avoir. Il y a une grosse section sur les actions concrètes sur comment être bien informé, être un acteur positif par rapport à la détection des fake news et tout ça, de garder un regard qui questionne en fait sur le monde. Donc, vraiment une belle découverte, mais comme toujours, je suis rarement déçue par ces essais-là. Donc,
Pour rappel, c'est chez La Martinière et la collection Halte. Sinon, j'ai lu ça, puis j'étais complètement soufflée. Donc, c'est En crise d'Annick Lefebvre. C'est illustré par Vincent Partel-Valette. C'est publié chez La Bagnole. Et c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, il me semble bien. Il me semble que c'était paru... La version théâtrale d'En crise est une commande d'écriture du Théâtre Fêlé et a été publiée en 2023 chez Dramaturge Éditeur. Et donc, c'est d'abord été une pièce de théâtre et ça a été adapté en roman graphique. Et je peux vous dire que l'adaptation, elle est parfaite. Et le sujet, mon Dieu, c'est prenant. Je l'ai lu la 4e de couverture. Je l'ai peut-être lu dans ce vlog-ci, je me souviens plus. Mais bon, peu importe. Si vous la voyez, c'est parce que je ne l'avais pas lu. J'étais chez le psy. Puis ça les a rendus plus zen, mes parents, Lou, mes profs, Charlie, mes proches. Ça les a toutes puis tous remplis d'une ridicule plénitude d'après-spa. Mais je ne serai pas la fille du public à qui on va demander d'avoir aveuglément confiance puis d'accepter de se coucher dans une boîte. La fille en crise refuse de parler au psy. Pour elle, la colère est inévitable, insurmontable. Alors elle regarde des vidéos du célèbre Houdini, capable de se défaire de toutes les chaînes, d'éviter tous les pièges, de faire disparaître magiquement les obstacles. C'est ça, elle va devenir comme Houdini. Un formidable livre sur la colère, ses enjeux, son pouvoir, mais aussi ses limites. Bon, ça vous donne un petit peu une idée, mais dans le fond, on va suivre une adolescente qui est remplie d'une colère, qui l'habite depuis un peu toujours, qui s'est exprimée, on le comprend, par beaucoup d'anxiété, souvent même la nuit. Et on va éventuellement la suivre au fur et à mesure des séances de psy, mais à travers des espèces de monologues qui sont tellement bien mis dans l'image. Le travail de Vincent Partel-Valette, genre, autant la plume d'Annick Lefebvre, puis ce qu'elle fait verbaliser par le biais du monologue de l'adolescente, c'est incroyablement évocateur, c'est coup de poing, c'est juste, ça prend aux tripes, mais la mise en image de Vincent Partel-Valette, c'est juste, j'essaie de voir si... bon, comme là, par exemple, bon, je sais pas si... Je vais pas me faire censurer non plus sur YouTube, là, mais j'essaie de voir si il y a quelque chose que je peux vous montrer qui serait pas trop controversé. Mais bon, par exemple, si ça dit qu'elle finit par, pour essayer de s'en sortir de cette espèce de colère-là, elle décide d'endormir un peu tout ça. Puis si avant elle était capable de lire de la fiction, elle n'est même plus capable de lire de la fiction parce qu'elle refuse de vivre ses émotions. Bon, c'est pas exactement comme ça qu'elle dit, mais c'est ça que ça veut dire. Puis elle lit seulement des documentaires, mais c'est mis en image comme ça. Donc, les paroles en haut, c'est ici. Un autre exemple que je pourrais vous montrer peut-être. Bon, ça, il y a des passages aussi sur le documentaire d'Houdini. Ouais, par exemple, c'est ici. Ça, c'est ce qu'elle dit quand elle dit qu'il faut absolument qu'elle parle. Ça ne la dérange pas de parler, mais qu'elle va tout dire, sauf peut-être qu'est-ce qu'elle a vraiment à dire. Encore une composition graphique intéressante. Donc, vous voyez un peu le travail qui a été fait. Ça me fait vraiment beaucoup penser à la version, mettons, chez Unique. La collection Unique chez Héritage, les fameux poèmes vers libre illustrés. Mais là, vraiment, version, c'est incroyable. C'est une narration à 4 mains, finalement, avec la mise en image. Je ne sais pas comment on peut décrire ça, mais en fait, c'est ça, comme je vous dis, c'est la quête d'une adolescente qui a vécu quelque chose de plus grand qu'elle, qui a une colère qu'elle n'exprime pas depuis longtemps, qui a des émotions qu'elle n'est pas capable de mettre en mots, puis qu'elle n'est pas capable de vivre, puis qui ressortent de cette manière-là, qui vont remonter en fait en colère, puis qui vont faire en sorte qu'elle va, comme je vous dis, avoir de l'anxiété la nuit, mais aussi être violente. Puis être violente jusqu'à faire mal aux autres, mais aussi jusqu'à elle se faire mal. Et puis c'est ce qui va, on comprend qu'il y a eu un événement qui s'est passé un an plus tôt, ou je sais pas trop, au début du mois, je pense que c'est au début du mois. Oui, qui a été majeur. Puis ça concerne sa meilleure amie. Et on comprend qu'il y a eu quelque chose là qui s'est passé qui était plus grand qu'elle, qui implique potentiellement des sentiments très profonds qu'elle n'a pas été capable d'exprimer. Puis cette boule d'émotion-là qui est sortie d'une façon violente et fulgurante,
et qui physiquement a eu un impact majeur sur la situation. J'en dirai pas plus parce que ça vaut la peine de le découvrir, mais mon Dieu, on y croit que c'est une adolescente qui vit ça. On est pris dans son tourbillon d'intériorité. On la sent prise au piège en elle-même. On a envie de la prendre dans nos bras en même temps, elle ne veut pas. On peut tout un peu s'identifier en quelque part à un tourbillon d'émotions qu'on n'arriverait pas à exprimer puis qui se transformerait en autre chose en nous. Il y en a chez qui ça sort juste en anxiété, il y en a chez qui ça va sortir en repli, il y en a chez qui ça va sortir en éclat, peu importe. Elle, ça sort en colère, puis ça sort en violence. Puis pourtant, c'est pas qu'est-ce qu'elle est, c'est juste que c'est ça qui va se passer. Il y a des sentiments qui sortent pas, puis ça se transforme comme ça. Fait que c'est sûr que tout humain peut se sentir interpellé par ça, même si c'est pas la même manifestation qu'elle. Puis l'adolescence, surtout, quelque chose de si intense. Puis autant la manifestation qu'elle a, on peut la comprendre en même temps. De l'extérieur, on est comme un peu obligé de la décrier, mais en même temps, on sait bien qu'elle n'a pas le contrôle sur la situation. Puis en même temps, on ne veut pas l'excuser, mais en même temps, on sent bien qu'elle a plus besoin d'aide que d'autres choses. En même temps, il y a quelque chose de tellement beau et triste qui est au centre de tout ça, au centre d'elle-même, qui n'arrive pas à s'exprimer, qu'on n'est comme pas vraiment non plus capable de condamner. On a juste envie de la prendre par la main. Elle ne veut pas se faire prendre par la main. Elle a envie de tout briser. Ah, c'est tellement vraiment, mais comme faut que vous lisiez ça. Il était sorti, c'est ça, en pièce de théâtre. Je ne l'ai pas vu, moi, quand c'est sorti en pièce de théâtre. Mais c'est tellement excellent. C'est comme un coup de cœur, c'est un coup au cœur plus qu'un coup, mais c'est tout en même temps. Mais c'est sorti en avril 2025. Si vous ne l'avez pas encore vu ou lu, ça vaut le coup. Je me demande même si ça va peut-être pas être justement mon achat de le 12 août, j'achète un livre québécois. Les fameuses initiatives ici qu'on a à chaque année maintenant. Parce que j'aime ça l'avoir à la maison, parce que c'est trop important. En même temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus relire comme ça jusqu'à plus soif parce que ça rend tout ça met tout à l'envers. Mais en même temps, c'est tellement beau, c'est tellement bien dit, et beau dans le sens. C'est vraiment sur le rough, c'est tellement beau d'authenticité. Puis c'est pour ça justement que c'est remuant, puis qu'on y croit, puis qu'on sent qu'on a l'impression que nous-mêmes, on se sent impuissant par rapport à ça. Puis le parallèle avec Houdini est super intéressant parce qu'évidemment que Houdini, qui est ce magicien qui se sortait de toutes les situations impossibles, entre guillemets, claquant des doigts, mais qui finalement est décédé d'une manière assez évitable, disons, banale. Donc, il y a un gros parallèle par rapport à ça, que dans le fond, elle, qu'est-ce qui l'a fait trébucher, c'est quelque chose qui, d'apparence, un peu peut-être des parentés, là, ça n'a pas rapport avec Houdini, là, mais je veux dire, pas par rapport avec la magie, mais justement, elle s'est fait comme, on dirait qu'elle s'est fait comme prendre par surprise par l'intensité des émotions qu'elle n'avait pas exprimées, puis ça a fini par se terminer d'une façon qui est très négative, si on peut dire ça comme ça. Donc, je sais pas, j'ose pas vous en dire plus. Je pense que vraiment, ça vaut la peine que vous le découvriez. Puis, juste vraiment, c'est un travail d'équipe, un travail à quatre mains qui je pense, qui mérite amplement d'être souligné, d'être mis de l'avant, d'être propulsé parmi la foule des lecteurs. Donc, parlez-en, lisez-le, achetez-le, empruntez-le à la bibli. Voilà, donc En crise d'Annick Lefebvre, illustré par Vincent Partel-Valette. Et sur ces bonnes paroles, ben voilà, ça va conclure le vlog de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais ça vous dit, si ça vous tente. Ça va me faire plaisir de vous lire. Puis ben, de toute façon, nous, on va se revoir sans trop tarder. Alors on se dit à la prochaine!